L'Organisation des Nations Unies continue d'afficher sa volonté de soutenir la Guinée dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Aujourd'hui, c'est le coordinateur du système des Nations Unies pour la crise d'Ebola en Guinée et le représentant spécial des Nations Unies pour la lutte contre le virus Ebola en Afrique de l'Ouest qui arrive au palais Sékou Touréa. Objectif, discuter avec le président de la République sur les voies et moyens permettant de circonscrire cette épidémie en Guinée. Moi et mon équipe, nous sommes à la disponibilité entière du gouvernement et de travailler avec les acteurs qui se sont tous engagés pour la lutte contre l'Ebola. Et donc on va continuer à canaliser les efforts du système des Nations Unies. Donc je serai la personne qui va amener la contribution cohérente efficace du système des Nations Unies à l'appui du gouvernement. Les Nations Unies expriment à nouveau leur soutien à la Guinée dans cette lutte contre le virus Ebola. On a discuté en détail la question d'Ebola, les crises et comment les Nations Unies peuvent soutenir le plan du gouvernement, la stratégie et tout ce que le gouvernement est en train de faire. Les Nations Unies vont soutenir tous ces efforts. Et j'ai expliqué toutes les choses que les Nations Unies vont faire pour soutenir le gouvernement, toutes sortes de soutien pour Monsieur le Président, pour le gouvernement. Ces soutiens sans cesse exprimés par la communauté internationale à la Guinée pour lutter contre le virus Ebola rassurent aujourd'hui l'ensemble des Guinéens dans la riposte à l'épidémie en Guinée. Expliquer aux populations. Médecins et agents de santé à la retraite. Tous étaient là, au palais Sékou Touréa, ce mardi 21 octobre 2014, sur invitation du président de la République. L'objectif est d'intensifier la lutte contre Ebola. Notre premier problème aujourd'hui, c'est comment sortir l'Ebola de Guinée, comme ça vient de se faire au Nigeria. Cela suppose de rompre la chaîne, de suivre les contacts et d'être présent dans les centres, non seulement dans les centres de traitement, mais aussi dans les centres de transit. C'est pourquoi j'ai souhaité que vous mobilisez tous. Vous êtes à la retraite bien sûr, mais lorsqu'il y a la guerre, on rappelle les réservistes pour aller faire la guerre. La seule guerre que nous avons aujourd'hui, c'est la guerre contre l'Ebola. Quand on a une guerre, personne n'est à la retraite. Donc on convoque tous les réservistes. Donc, vous devez nous considérer aujourd'hui comme des militaires. Ça veut dire que je vous réquisitionne. Ceux qui veulent collaborer, ils collaborent. Ceux qui ne veulent pas, je les réquisitionne. Ça, c'est très clair. Alors, il vaut mieux accepter de collaborer plutôt que d'être réquisitionné. Mais, comme on est en démocratie, on commence d'abord par le dialogue. Et par la communication et la commission, pour que chacun participe. Vous savez très bien que l'État a le droit. Lorsque vous refusez de vendre un terrain, je peux prendre un décret pour cause d'utilité publique et prendre votre terrain. Lorsque vous refusez de servir, je peux prendre un décret pour vous réquisitionner. Mais commençons d'abord par discuter en frais pour que tout le monde se donne la main et que réellement vous renforciez le corps médical actuel. Voilà la raison pour laquelle j'ai souhaité concevoir l'appel du président de la République à ses professionnels de santé à la retraite pour leur implication dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola semble bien compris. Nous serons sur le terrain. Nous le ferons parce que nous sommes tous des médecins, des infirmières, des sages-femmes et c'est un sacerdoce. Nous le ferons parce que l'art et le savoir que nous avons, c'est le peuple de Guinée qui nous les ont donnés. Et nous devons donc rendre notre dette à ce peuple qui est aujourd'hui en danger. Nous le ferons parce que c'est un devoir patriotique. Donc je vous prie de considérer que nous sommes présents. Tous les jours, j'essaie de dire mais comment faire pour être sur le terrain et lutter contre Ebola. J'ai frappé à des portes qui ne sont pas ouvertes. On dit qu'en Guinée aujourd'hui, il n'y a pas de psychologue, mais je suis psychologue. Ça va très bien, je suis anthropologue. Alors, dans la sensibilisation, il y a la sensibilisation, mais il y a l'adhésion à la sensibilisation. Ça, c'est psychologique. Et il y a le versant anthropologique, c'est-à-dire s'approcher de la médecine communautaire.
Je viens donc aujourd'hui vous dire que mes armes sont simplement la sensibilisation, la prise en charge psychosociale des familles et des orphelins, peut-être qui sont victimes d'Ebola. Et je suis formateur, je suis prêt tout de suite, si on me donne une tenue, à aller sur le terrain. Dans la foulée, le président de la République a également rencontré les étudiants diplômés en médecine. Ils étaient nombreux à répondre à cet appel du chef de l'État axé sur la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Donc la sensibilisation est fondamentale pour que la coopération. Le deuxième, c'est rompre la chaîne de contamination dans les zones les plus exposées. La troisième, c'est le suivi à 100% des cas. Si on ne suit que 95%, les 5% qui restent, s'ils développent la maladie, ils vont contaminer d'autres. Aujourd'hui, nous n'avons pas le personnel nécessaire pour faire ce contact à 100%. Nous n'avons pas suffisamment de personnes pour faire la sensibilisation dans les quartiers partout. Et partout, nous devons dire aussi, si un Sierra-Léonais ou un Libérien vient, on doit tous signaler. On n'est pas contre qu'il vienne, mais il faut dire qu'il vient pour que les médecins prennent sa température pour savoir si c'est un contact. En ce moment, on l'interroge sur un contact, on continue à prendre sa température pendant 21 jours. Comme ça, ou bien s'il est déjà positif, ça permet tout de l'envoyer dans le centre. Donc si on vous appelle, c'est pour que chacun de vous se mobilise à la fois pour la sensibilisation. Là où vous êtes, on ne va pas envoyer, on va pas mobiliser les médecins de Conakry pour les envoyer à Cancan, on va vous discussion là-bas. Mais aussi que vous participez au suivi des contacts. Et que vous accompagnez aussi ceux qui nous aident dans les centres de traitement. Si vous êtes à Conakry, vous les accompagnez à Conakry, si vous êtes à Koyako, vous les accompagnez à Koyako, si vous êtes à Polkaya, etc. Nous allons prendre des dispositions matérielles. Parce que très souvent, les gens ne reçoivent pas leur prime à temps. Il y a trop de centralisation. Nous avons demandé qu'il y ait la décentralisation. Parce que si les gens sont déterminés, il faut aussi qu'ils soient motivés. Pour les motiver, il faut qu'ils reçoivent des primes. Mobiliser tous les professionnels de la santé du pays en vue de leur implication dans la lutte commune engagée contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Voilà l'objectif de ces rencontres du président de la République avec les étudiants diplômés en médecine, ainsi que les médecins et agents de santé à la retraite. L'enseignement supérieur, c'est lui qui sait. Nombreuses sont les infrastructures qui sont aujourd'hui réalisées et d'autres en cours de réalisation dans les villes de Mamou, d'Alaba et de Pita. Cela grâce à l'engagement pris par le président de la République pour célébrer dans la région administrative de Mamou les festivités commémoratives de l'accession de la Guinée à l'indépendance nationale. Aujourd'hui, les sages de ces préfectures de Mamou, Pita et de Dalaba ne sont pas restés indifférents face à ces nombreux chantiers engagés par professeur Alpha Condé. Ils se sont mobilisés fortement à l'unisson pour saluer et remercier le président de la République pour avoir doté leur localité d'importantes infrastructures dignes de nom. Ces notables ont également invoqué dans leurs prières le nom de Dieu, le clément et miséricordieux, afin qu'il accompagne le chef de l'État dans ses ambitions de développement en faveur de la Guinée. Aussi pour le renforcement du tissu social entre les filles et fils du pays. Ce signal est un souhait de bienvenue réservé au professeur Alpha Condé par les habitants de la sous-préfecture de Timbo. Timbo, où professeur Alpha Condé a été spécialement invité par les sages de la localité pour non seulement visiter la première mosquée du Fouta théocratique, mais aussi et surtout recevoir d'eux toutes les prières et bénédictions. Cette mosquée en chantier et dont les travaux sont financés par le président de la République a été créée en 1736 par Ibrahima Sambégou Bari, connu sous le nom de Karamo Alpha Motimbo. Enfin, ces sages ont accompagné le président de la République au mausolée de cette figure du Fouta théocratique, Karamo Alpha Motimbo. Ici, les prières et bénédictions ont été également formulées pour le renforcement du tissu social entre les filles et fils du pays. Ces notables ont aussi remercié le président de la République pour son implication dans la construction surtout de cette maison de Dieu. Une mosquée en chantier que ses habitants souhaitent voir complètement ouvrir ses portes dans les jours à venir pour le plus grand bonheur des fidèles musulmans.
Ils sont 14 membres présents sur les 17 du Conseil supérieur de la magistrature. Ils ont discuté puis se sont prononcés sur la compétence des uns et des autres à pouvoir occuper des postes de commandement dans l'administration juridictionnelle ou de l'administration centrale de la justice. Une grande première depuis l'indépendance du pays. Comme chacun le sait, la Guinée est indépendante depuis 1958, mais c'est seulement en 2014 que les magistrats bénéficient d'un traitement salarial qui leur permette de vivre décemment. C'est encore cette année que s'ouvre pour la première fois la session du Conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature, organe chargé d'assurer la discipline des magistrats pour l'exercice d'une justice indépendante, impartiale, intègre et diligente, bref, d'une justice de paix et de développement. Aujourd'hui, pour la première fois, les magistrats guinéens vont faire l'apprentissage exaltant, mais difficile, de statuer sur les mérites des uns et des autres pour occuper tel ou tel poste juridictionnel ou de l'administration centrale du ministère de la Justice. Ces réformes qui bouleversent considérablement les habitudes tant des magistrats que des autorités administratives ne doivent pas s'arrêter en si bon chemin. Ces actions entreprises doivent perdurer non seulement pour le bien de la justice et des magistrats, mais encore et surtout pour la mise en œuvre effective et le renforcement de l'état de droit et de la démocratie dans notre pays. En fait, Excellence, Monsieur le Président, une fois que vous aurez déclaré ouverte l'Assemblée générale et que Monsieur le ministre de la Justice aura décliné les éléments d'appréciation du projet de décret à examiner, les membres du Conseil auront à faire la démonstration de leur engagement lucide à construire une justice fondée sur la compétence et la probité. Compte tenu de la présence de 14 membres sur 17, le quorum requis par la loi est atteint. En conséquence, vous pouvez bien, Excellence, Monsieur le Président de la République, déclarer l'ouverture de notre Assemblée générale siégeant en formation plénière. Ensuite de quoi, Monsieur le ministre de la Justice présentera au Conseil ses propositions de nomination des magistrats, propositions sur lesquelles les membres du CSM auront à se prononcer par avis. Un avis majoritaire emporte la signature du président de la République, ce qui est une première dans notre pays, mais aussi probablement dans la majorité des pays francophones d'Afrique. À cette session inaugurale de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la République a renouvelé son souhait de voir la justice guinéenne jouer le garant et l'attrait des investissements en Guinée. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Premier président de la Cour suprême, président du Conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Conseil spécial chargé des questions de réforme de la justice, Monsieur le secrétaire exécutif du Conseil supérieur de la magistrature, Madame et Messieurs les magistrats. Je viens d'écouter avec attention le discours introductif de ce secrétaire exécutif du Conseil supérieur de la magistrature et je m'empresse d'apprécier des uns et des autres en réaffirmant mon engagement de construire un état de droit et une démocratie pour les générations présentes et futures. Je souhaite que les sacrifices consentis par le peuple, tels qu'ils viennent d'être rappelés, vous apportent un minimum de confort et vous permettent d'exercer votre sacerdoce dans la sérénité. Je suis satisfait d'autant plus de votre devoir, d'accepter d'ingratitude, que vous avez utilement précisé qu'il est synonyme de respect de votre serment. Or, que dit votre serment? L'article 13 de la loi organique du 7 mai 2013 dispose: avant d'entrer en fonction, des magistrats prêtent serment, dans le TMC après. Je jure de bien servir et loyalement remplir mes fonctions de magistrat, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de garder scrupuleusement le secret de délibération et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune constitution à titre privé sur les questions relevantes de la compétence des juridictions et d'observer en tout la réserve, l'honneur et la dignité, de me comporter en toutes circonstances comme un magistrat loyal. Mais entre nous, combien de magistrats optent sur ce devoir de réserve? Combien de magistrats parviennent à être indépendants face aux différents pouvoirs d'influence, pas seulement politiques, mais surtout d'argent? J'attends du Conseil de discipline qu'il fasse un mot de responsabilité et de courage dans l'examen des poursuites disciplinaires dont il est saisi par le ministre de la Justice ainsi que par les citoyens. De même, je vais espérer que cette Assemblée générale saura se montrer à la hauteur des enjeux et apprécier sans complaisance les propositions qui lui sont faites. Et vous savez, pour que
investisseurs aient confiance dans un pays, il faut deux choses, la sécurité et la justice. Nous avons fait une réforme de l'armée qui est présentée par le général Clément Mbolé comme une réforme révolutionnaire. Aujourd'hui, vous ne voyez plus de militaires avec les armes dans les rues. L'armée ne participe pas au maintien de l'ordre, etc. Vous n'avez plus les tanks et autres. Aujourd'hui, la population a confiance en l'armée. Donc si nous avons une jambe qui aujourd'hui, on peut marcher, on a encore une jambe bis. Aujourd'hui, il faut que la justice réellement soit le deuxième pied sur lequel la démocratie et la confiance vont se reposer. Et cela, ce n'est pas seulement à l'égard du pouvoir, c'est surtout à l'égard de l'argent. Et j'espère que monsieur le président de la Cour suprême n'hésitera pas à prendre les sanctions, parce qu'il y a beaucoup de juges qui ont posé des actes totalement contraires à leur engagement. Il faudrait que ces juges soient jugés et que la peine soit prise, y compris l'exclusion du corps des magistrats. C'est donc sur ce mot d'espoir que je déclare ouverte la première session de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature. Faut-il rappeler que le président de la République, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, et le président de la Cour suprême sont membres de droit du Conseil supérieur de la magistrature. Cette assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature a permis aux membres de se prononcer par avis sur les propositions de nomination des magistrats. Projet de décret présenté par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître Cheikh Sako. Après avoir recueilli en avis de la majorité, le projet des nominations concernées a été signé par le président de la République. Une grande première conforme au principe de l'indépendance de la justice, ce qui suscite un espoir pour les justiciables.